Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine Afrique Mag que nous entamerons comme d'habitude par une série de reportages, à commencer par ce sujet qui nous vient de l'Est du pays où l'Institut algérien du pétrole IAP, relevant du groupe Sonatrach, organise dans la wilaya de Skikda la première édition du forum des directeurs des instituts de formation dans le domaine du pétrole et du gaz des États membres de l'Organisation africaine des pays producteurs de pétrole APO. Ce forum vise à renforcer le partenariat et la coopération entre les institutions du continent, notamment en matière de formation et de développement des compétences. Malika Bellal. Réduire la dépendance aux hydrocarbures. Tel est l'objectif de nombreux gouvernements africains à travers l'adoption d'une politique unifiée visant à échanger des expériences, à assembler les efforts et à prêter toute l'attention à l'élément humain qui est devenu aujourd'hui une priorité. Notre institut, qui est honoré d'abriter cette rencontre, compte à son actif des cadres compétents et des infrastructures de qualité qui dispensent des sessions de formation dignes de la Sonatrach. On essaye de voir comment on peut mettre en place un seul programme de formation et harmonisé et pour avoir le certificat unique qui permet d'utiliser parmi tous les pays d'Afrique membres de l'APO. Le forum organisé à l'Institut algérien du pétrole à Skikda a réuni les directeurs des institutions de formation dans le domaine du pétrole et du gaz représentant 15 pays membres de cette organisation. L'objectif étant de mettre en évidence de nombreux points importants, notamment l'unification des références professionnelles, des compétences et des références de formation. Avant de venir ici à Skikda, nous avons d'abord visité la wilaya de Boumerdes pour voir un peu les capacités de l'Algérie en ce qui concerne la formation dans le domaine technologique et scientifique. For training, technology, research, etc. La formation de l'élément humain est une de nos priorités aujourd'hui et un défi que nos pays sont appelés à relever afin de réaliser le développement économique et social escompté. Ce forum constitue une étape en vue de la mise en œuvre d'un système de formation unifié rassemblant tous les pays membres de l'APO dans le but de promouvoir des initiatives conjointes dans le domaine de la formation et de l'industrie pétrolière et gazière. La désertification en Afrique est une préoccupation environnementale urgente qui constitue une menace importante pour les moyens de subsistance de millions de personnes qui dépendent de la terre. Les causes de la désertification sont une combinaison de facteurs naturels et humains, le changement climatique aggravant le problème. Cependant, il existe une idée fausse, celle qui dit que la désertification est irréversible et que les terres dégradées resteront à jamais des friches stériles. Il est pourtant possible de restaurer des terres dégradées grâce à des pratiques de gestion durable des terres comme le reboisement et la conservation des sols. Voyons à présent ce qui est fait au Cameroun pour lutter contre ce phénomène. La menace de la désertification et de la sécheresse pèse sur le Cameroun. Ce aussi bien sur sa population, son économie que sur ses objectifs de développement. Le pays, à travers le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, a mis sur pied un certain nombre de projets pour freiner et stopper cette menace. Opération Sahel Vert a permis de procéder aux plantations d'arbres sur un espace protégé. Ça permet aux arbustes qui sont là de régénérer. En outre, le Cameroun a adhéré à l'initiative Born Challenge AF100, à travers laquelle il se donne pour objectif de restaurer 12 millions d'hectares de terres dégradées, dont 8 millions dans les 3 régions du septentrion. L'aménagement du bassin versant la Benoué consiste à maîtriser les berges du fleuve de la Benoué qui sont en train de se dégrader et qui favorisent les inondations. À côté de ces projets, le ministère de l'Environnement octroie chaque année aux communes des appuis dénommés projets Ville Verte pour leur permettre de créer des espaces verts. Toutes ces actions, à terme, permettront au Cameroun de reconstituer son paysage naturel, contribuant ainsi à redonner une vie saine, non seulement à sa population, mais à celle du monde entier.
Chaque année, le 14 juin, les pays du monde entier célèbrent la journée mondiale du don de sang. Cette manifestation permet de remercier les donneurs de sang volontaires bénévoles du geste salvateur qu'ils font en donnant leur sang et de sensibiliser l'opinion à la nécessité de dons de sang réguliers pour assurer la qualité, la sécurité et la disponibilité de sang et de produits sanguins pour les patients qui en ont besoin. Exemple de cette célébration, les Comores. Cette journée offre une occasion spéciale de rendre hommage aux donneurs de sang volontaires du monde entier et de les remercier pour leurs dons. Elle est consacrée à l'action visant à assurer l'accès universel des transfusions sanguines sûres. Le slogan de la campagne de cette année est « Sans plasma, partageons la vie ». Donnons sauve. Des journées comme ça sont organisées, c'est un acte ou un geste humanitaire d'inviter les gens à donner du sang pour sauver des vies. Et aujourd'hui, moi je suis très heureux parce que je constate qu'il y a une affluence et je remercie tous qui sont déjà venus. Je remercie aussi l'équipe de El Marouf qui est venue pour collecter au niveau du campement des Nations Unies et l'équipe de l'UN Clinique aussi qui a vraiment qui n'a pas ménagé ses efforts pour pouvoir organiser cette séance de donation de sang. Le slogan souligne le rôle que chaque personne peut jouer en faisant le don précieux des sang ou des plasmas pour créer un stock sûr et durable en sang et en produits sanguins qui puisse être toujours disponible pour tous les patients qui ont besoin. Pour être donneur, par exemple, il y a des paramètres qu'on doit vérifier avant de donner le sang. Lorsqu'un donneur est venu, on doit vérifier le taux d'hémoglobine, le poids, la tension. Et certaines questions, on doit le poser avant de donner son sang. Nous avons besoin de 60 poches pour équilibrer notre stock. Lorsqu'on a prélevé une poche, après les tests, on doit la conserver, la poche, pendant 35 jours. Au-delà de 35 jours, on doit le faire sortir dans la banque de sang. Surtout, il ne faut pas hésiter à venir. À partir du moment où vous savez que vous n'avez pas de maladies chroniques, parce qu'il y a quand même des médecins qui vous passent un test au niveau de la tension artérielle, au niveau de votre sang même. Après la prise de sang, il n'y a pas de risque. Peut-être que vous êtes un peu fatigué, mais moi, je n'ai pas l'habitude, mais je me suis préparé. J'ai bien pris mon petit déjeuner avant de venir. Et puis après l'opération, on mange bien effectivement ici, donc je ne vois pas de souci. Moi, je n'ai pas senti ça. Je crois que c'est des on-dit, des gens qui racontent des bobards, mais moi, je n'ai pas senti ça. Donc, sincèrement, on peut le prendre à partir du moment où il y a des médecins qui vous donnent avis favorable de le faire. Donner son sang est un acte de solidarité. Devenir un donneur de sang permet d'alléger la pression sur les systèmes de santé et de sauver des vies. Dons de sang toujours, mais au profit des enfants cette fois-ci. Des dons qui permettent de transfuser les enfants malades, une opération qui requiert des mains expertes et beaucoup de précautions vu la vulnérabilité de ces très jeunes patients. Arrivé au centre mère et enfant de la Fondation Chantal Biya, dans un état d'anémie sévère, cet enfant a pu être sauvé de la mort grâce à une transfusion sanguine. La base de cette anémie, c'est la conjonction de deux choses. La carence en fer et le paludisme qui n'est jamais parti. Les parents n'ont pas fait attention. Il fait un paludisme grave. Il éclate toutes ces globules rouges. La transfusion sanguine chez l'enfant n'est pas donnée au premier venu. Elle exige des mains expertes pour ces êtres en croissance. Les prélèvements ne se font pas facilement chez les enfants. Parfois, les veines se perdent. On est obligé de faire parfois l'anatomie sur certains enfants pour trouver les veines. Pour le tout petit, la poche de sang est pédiatrique et répond à des normes. Les poches pédiatriques sont adaptées pour les petits enfants, les nouveau-nés. Eux, ils demandent des petites quantités de sang. Parfois, ils demandent les 100 cc. 100 cc, les 200, les 150. Tous ces soins sont rendus possibles grâce à un dépôt de sang. L'unité a été inaugurée en 2019 par la première dame, Madame Chantal Biya. Nous avons les livraisons de sang provenant de la banque de sang de l'hôpital central de Yaoundé. Comment ça va? Ça va. Comme chez l'adulte, donner du sang à un enfant sauve la vie.
Au chapitre santé toujours, mais pour parler d'une autre journée mondiale que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a instituée en 1987. Il s'agit de la journée mondiale sans tabac, célébrée à travers le monde le 31 mai de chaque année pour mieux faire connaître l'épidémie de tabagisme et ses effets mortels. Le tabagisme est la plus importante épidémie, puisque c'est comme ça que la qualifie l'OMS, évitable, à laquelle les soignants sont confrontés. Voyons si au Gabon, cette consigne a été vraiment respectée par les fumeurs. Sensibilisée autour de la question par des messages et même des panneaux publicitaires, la population a-t-elle mis en pratique la journée mondiale sans tabac? Je n'ai pas suivi l'actualité, donc du coup je ne suis pas informé. Non, vous m'informez? Non du tout, je ne vais pas regarder la télévision, je suis au courant de rien, c'est vous qui me l'apprenez. Mais c'est une journée sans tabac si vous le dites. Mais c'est une bonne chose, par exemple pour la question d'une journée sans tabac. Pour moi, je veux dire que le monde sans tabac, c'est un monde qui est en parfaite santé parce que le tabac, c'est quelque chose qui tue sans le savoir. Moi, je fume accidentellement. Hein. C'est vrai que c'est pas bon de fumer, mais je ne le fais pas tous les jours. Il arrive des moments, comme là, nous sommes en saison sèche, il y a un peu plus de fraîcheur, et puis voilà, quoi, je fume pour chasser la fraîcheur, comme on le dit souvent. Nombreux sont pour cette journée qui contraint les fumeurs de s'abstenir de griller une cigarette le temps d'une journée. Je conseille vivement toutes les personnes consommatrices de tabac à vraiment faire en sorte, c'est pas facile, mais il faut vraiment, si vous pouvez arrêter, faites-le tant que c'est possible. Au regard des moyens de communication mis en place par le gouvernement concernant la journée mondiale sans tabac, il ressort que cette journée reste méconnue du grand public. Pour terminer cette première partie du magazine, revenons sur l'inauguration du Grand Musée de l'Afrique à Alger. Cet important projet qui prend résidence temporairement au Palais Boulkine, une des résidences du dernier Dey d'Alger, rénové récemment. Le musée inscrit dans l'agenda de l'Union africaine a pour but de dépeindre l'enracinement historique du continent, sa culture et son patrimoine diversifié et séculaire. Walid Yousfi. C'est officiel, la Villa Boulkine abritera désormais le siège du Grand Musée de l'Afrique de manière provisoire. Inauguré aujourd'hui, ce projet continental pionnier, inscrit dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, a pour vocation de préserver l'histoire, la culture et le patrimoine matériel et immatériel, diversifié et séculaire du continent dans un cadre moderne et interactif. Un projet phare de l'agenda 2063 et on ne peut pas, nous Africains, si nous ne savons pas d'où nous venons, nous avons une richesse culturelle et là où nous allons, et le Grand Musée fait partie justement de la renaissance africaine, de notre culture, de notre artisanat, et cela est vraiment important. L'Algérie s'est déjà engagée dans ce projet depuis quelques années en produisant les études relatives à la réalisation de ce projet et aussi en dédiant un terrain qui se trouve au niveau de l'Medenia, entre le ministère de la Culture et le ministère de la Culture et le ministère des Affaires étrangères pour accueillir ce projet-là. Connu aussi pour avoir été la résidence secondaire du Dey d'Alger, ce chef-d'œuvre architectural du XVIIIe siècle a été totalement rénové. Les restaurateurs ont dû faire face à un défi de taille, préserver l'architecture du lieu. Nous avons commencé par renforcer, consolider les structures, puisqu'elles étaient dans un état de dégradation important ou qui menaçait même certaines parties d'effondrement. Donc nous avons conforté ces zones-là. Nous avons refait aussi les planchers, puisque pareil, ils étaient dans un état déplorable. Et nous avons aussi pousser un petit peu la réflexion sur le parti de restauration, notamment sur tout ce qui est décor, céramique, marbre, boiserie, etc. Le Grand Musée de l'Afrique ouvrira ses portes prochainement au grand public avec des projections en 3D ainsi qu'une collection d'objets riches et variés représentant plusieurs régions du continent africain en attendant un siège permanent. Voilà, place à présent à la deuxième partie de notre magazine consacrée à notre invité. Mais avant cela, jingle.
Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Guy Axel Nzoïra. Il est burundais, il a fait ses études en médecine ici en Algérie, des études qui se poursuivent dans le cadre de la spécialisation. Il est venu pour nous parler de lui, de son pays, le Burundi, de l'Algérie et des études qu'il y mène depuis 2015 dans le cadre d'une bourse. Axel, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Afrique Mag. Merci beaucoup et merci beaucoup pour l'invitation que vous m'avez apportée aujourd'hui. Ce sera une véritable partie de plaisir, donc lâchez-vous un peu. Okay. Vous m'aviez dit que vous étiez un peu impressionné par le studio. Bien sûr, c'est énorme. On va papoter. Hein. D'accord. Toi et moi, ça va être cool. Hein. D'accord. C'est bien ça. Tu es venu en Algérie en 2015. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Je suis venu en Algérie en 2015. C'était dans le cadre d'une bourse d'études de coopération entre l'Algérie et le Burundi. Avant cela, moi j'ai envie de découvrir un peu votre pays, hein, le Burundi. Peut-être beaucoup d'Algériens ne connaissent pas le Burundi. Oui. Si tu avais à nous vendre cette destination, tu nous dirais quoi? Quels seraient tes arguments, Axel? Bon, d'abord, je vais un peu présenter le Burundi. Le Burundi, c'est un petit pays, un petit pays de par sa superficie, mais quand même très riche culturellement. C'est un petit pays qui se trouve à l'est de l'Afrique. Il fait partie de la communauté des Grands Lacs, aussi de la communauté de l'Afrique de l'Est. Voilà. Donc, on est un peu riche de notre culture et de notre aussi de notre géographie. Si j'irais à vendre mon pays, je dirais que... On te voit sur la photo. Ah oui, c'est exactement, c'est moi. Sinon, c'est très beau. Hein, oui. C'est des photos qui datent un peu, il y a 4 ans, je pense, du pays. Sinon, j'allais dire que le Burundi, on a d'importants parcs nationaux, des réserves naturelles. On a le lac Tanganyika, qui est le deuxième plus profond lac du monde, si je ne me trompe pas. Donc, je rappelle que vous êtes dans la région des Grands Lacs. Exactement. Les Grands Lacs, le lac Tanganyika est compris dans les Grands Lacs, aussi avec le lac Victoria, le lac... Voilà. C'est un pays qui ne donne pas sur la mer ou sur l'océan. On est enclavé, mais quand même, par ce grand lac, on jouit aussi des avantages comme le lac avec les plages et tout. Voilà, exactement. Vous avez une population d'à peu près 12 millions? Voilà, 12 millions. 11 millions 500, je vais dire. 500 000, 11 millions 500 000 à peu près. Si mes recherches sont bonnes, vous êtes un pays dont l'économie repose surtout sur l'agriculture. 90% de notre économie, voilà, l'élevage. L'agriculture, on est beaucoup plus axé sur le café, le thé et voilà, et le coton. On exporte beaucoup plus le thé et le café. On fait partie des plus grands producteurs de thé au niveau de l'Afrique. Je pense 8e dans le classement, si je ne me trompe pas. Voilà. De base, c'est ça. C'est l'agriculture et beaucoup plus axée sur le café et le thé. Le plat national au Burundi, c'est... Alors, le plat national, je ne sais pas exactement si on a un plat vraiment typiquement burundais, mais quand même, on a un plat qu'on appelle ubugari. Dans la Ubugari. Dans la sous-région, au Burundi, au Rwanda, au Kenya, on appelle ça Ugari en Swahili. C'est une langue commune chez nous. On appelle ça Ugari. C'est une farine à base souvent de manioc ou bien ça peut être à base de maïs. Voilà, de maïs. C'est très bon. Mélangé à de la sauce, c'est très succulent. C'est très très bon. Un jour, on viendra au Burundi vous êtes bienvenue. Et tu vas nous faire goûter. Bien sûr. Le sport roi au Burundi, c'est le foot? C'est le foot. C'est le foot comme en Algérie, je pense. C'est beaucoup plus le foot. Sinon, on est très très bon aussi en athlétisme. On a notre championne Francine Nyonsaba, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est, je pense, la deuxième au niveau mondial. Elle fait de l'athlétisme, 800 mètres, 1 km, je pense. Elle a tout récemment gagné des médailles d'or olympiques. Donc l'athlétisme et le foot, si je peux dire. Très bien. Voilà. Alors, tu obtiens ton bac au Burundi. En 2015. Et là, tu décroches une bourse pour venir ici en Algérie. Voilà. C'est un pays que tu connaissais déjà ou tu n'avais aucune idée où tu mettais les pieds? Aucune idée.
Si je peux être sincère. Tu vois, c'est un peu le drame aussi des Africains, c'est que nous ne connaissons pas vraiment notre continent. Je connaissais de par le nom, de par ou sinon de par les rencontres de foot. Voilà, et par les rencontres de foot aussi, mais sinon, j'avais pas vraiment une idée sur à quoi m'attendre par rapport au pays, par rapport à la culture, par rapport à la religion. Donc j'étais complètement dépaysé quand je suis arrivé ici. Beaucoup d'appréhension? Beaucoup d'appréhension, surtout. Peut-être pour la langue, non, puisque c'est deux pays francophones tous les deux, donc ça aide. Oui, ça aide énormément, mais quand même, ça reste un pays qui est arabophone en premier lieu avant d'être francophone, comme chez nous aussi. On a notre propre langue maternelle. C'est à peu près la même chose ici en Algérie, donc c'était très difficile au début. Ah d'accord. Donc quand tu arrives, ça se passe comment Bon, j'ai fait mes études à Sétif. Donc quand j'arrive, je suis très dépaysé, comme je l'ai dit au départ, par rapport à la langue. Il fallait un temps d'adaptation. Ah oui, il fallait un temps. Je pense que ça a duré au moins une année pour que je m'adapte un peu. Mais quand même, la population ou les gens, ils étaient très très accueillants envers moi. Donc ça a été facilité par ça. Sinon, il y avait ce blocage quand même au niveau de la langue et au niveau aussi de la religion, parce que on a des religions différentes. Donc j'ai dû m'adapter. Ça a pris du temps, mais quand même j'ai pu m'adapter un peu. Côté études Côté études, tu t'es tout de suite retrouvé? Oui, parce que j'avais déjà fait quelques mois de médecine au Burundi. Ah d'accord. Donc j'avais quand même un petit avantage sur ça. Donc voilà, je me suis beaucoup plus retrouvé côté études. Mais la médecine, ça reste très difficile comme spécialité. Même si j'ai toujours voulu faire de la médecine, ça n'a pas été une partie de plaisir. 7 ans d'études quand même, c'est lent et il faut avoir du courage. Il faut persévérer pour... Médecine, c'est un choix? Oui, c'est un choix. Qu'est-ce qui justifie ce choix? C'est un choix qui date de mon enfance. J'ai toujours voulu être médecin. Bon, comme tous les enfants, pour aider les malades, sauver des vies. Mais après aussi, quand j'ai vu que j'avais la possibilité, la capacité de faire cette spécialité, j'ai pas hésité à la choisir. Et le hasard a fait que la majorité des sujets que nous avons proposés aujourd'hui à nos téléspectateurs étaient des sujets justement axés sur la santé en Afrique. C'est un grand chantier, la santé en Afrique. C'est un très grand chantier et on a beaucoup de travail, on a beaucoup de secteurs à développer au niveau de la santé. Et c'est bien qu'on ait cette opportunité de nous spécialiser ou bien de faire des études au niveau de l'Afrique même, parce qu'on connaît nos problèmes, on connaît nos limites et on peut, à partir de ça, développer les secteurs qui manquent. Qui manquent des choses. Donc, tu arrives ici à Sétif, d'abord, avant de rejoindre Alger plus tard pour la spécialisation. Ça se passe comment, côté contact avec les étudiants algériens d'abord et les autres étudiants étrangers ici à C'était un plaisir de découvrir d'autres cultures, de nouvelles cultures. Bon, c'était difficile parce que c'est vrai qu'on ne partage pas toujours les mêmes centres d'intérêt, mais quand même, ça reste un plaisir. Tu découvres l'autre, ce qui n'est pas le cas pour la majorité des personnes qui n'ont pas encore voyagé. Donc c'est une opportunité quand même. Les Algériens, j'ai rencontré des amis, j'ai eu à côtoyer des amis proches, des gens qui m'invitaient chez eux pour des repas, pour partager des repas, découvrir leur manière de vivre, leurs coutumes. Donc, j'ai aimé. Sinon, les autres étudiants étrangers, c'était aussi bien parce que... Qu'est-ce qu'il y a comme nationalité, justement, à Sétif? Il y a plusieurs nationalités. Je pense qu'on atteignait une vingtaine. Quand même. C'était très riche comme... Ben oui, c'est enrichissant aussi. Très enrichissant parce que des fois, on se dit que l'Afrique, c'est l'Afrique. On nous prend toujours dans un ensemble. Alors que dans l'Afrique, c'est tout un continent qui contient beaucoup de pays, chacun avec sa propre culture, ses propres coutumes, ses propres traditions.
Et tu as visité certaines régions autres que Sétif ou... De l'Algérie, oui. Ouais, de l'Algérie, j'ai visité d'ouest en est, surtout l'est, parce que j'étais à Sétif, donc j'ai profité un peu pour visiter Annaba, Constantine, la ville des Pans, Skikda, Béjaïa. Et aussi à l'ouest, aussi, il y a Oran, qui est une très très belle ville, magnifique. Voilà. Sinon, je n'ai pas encore eu l'opportunité de visiter le Sahara. J'aimerais bien un jour, mais... c'est pas la période. C'est pas la période, c'est vrai. Mais sinon, c'est sublime. Il faut vraiment que on m'a raconté. Voilà, il faut vraiment que tu y ailles. Oui. On me dit... dans la pastille, quels sont les plats qui t'ont le plus marqué? Le berboucha, peut-être? Ici en Algérie, oui, berboucha, le couscous. Le couscous, bien sûr. Je pense qu'il y a des régions qui appellent ça le berboucha et l'autre le couscous. D'autres plats? Il y a des sauces aussi, la shorba. Il y a la rechta aussi. Bon, je me souviens pas très bien des noms qu'on donne au plat. Sinon, j'ai aimé la gastronomie algérienne, très très riche aussi. Il y a de nombreux plats que je peux pas citer en entier. Alors, à part la gastronomie, est-ce qu'il y a des similitudes entre le Burundi et l'Algérie? Si oui, lesquelles? Je dirais. Je parle d'une manière générale, hein, ça peut être. Je pense la tradition, on est beaucoup plus centré sur la famille. Je pense que l'Algérie aussi elle donne une très grande importance sur la famille avant tout. C'est la même chose au Burundi, je pense. Sinon, il y a ça. L'Afrique, d'une manière générale, reste très attachée à ces valeurs-là, qu'on a malheureusement tendance à perdre de nos jours, surtout ailleurs. Surtout avec les tendances européennes ou bien d'ailleurs. Sinon, c'est ça. Vous arrivez en Algérie et puis le basket, c'était avant? Ou la pratique du basket, c'était surtout à l'université ici? J'ai toujours été. Tu as toujours été. J'ai toujours été passionné par le basket. J'avais un peu oublié avec les études et tout, mais après j'ai eu l'opportunité de faire partie de l'équipe de Sétif, de l'université de Sétif. Et on avait un très bon coach, on avait une très bonne équipe et j'ai eu à côtoyer aussi des bons amis qu'on reste toujours en contact jusqu'à présent. Donc c'est une très bonne expérience. Est-ce que vous formez comme ça des équipes au niveau de la cité universitaire et vous jouez telle équipe contre telle équipe du Burundi contre... On faisait ça au départ et puis la cité universitaire ils ont vu qu'il y avait quand même des gens qui s'intéressaient au basket parce qu'en Algérie c'est pas beaucoup de monde qui s'intéresse à ce sport-là. En Algérie c'est le foot. C'est le foot, carrément le foot. Après ils ont découvert qu'il y avait des gens qui s'intéressaient au basket et puis ils ont dit créons une équipe et on a commencé à jouer avec même d'autres wilayas, des cités universitaires de d'autres wilayas et tout. C'est bien, ça te permet aussi de voyager et de découvrir. Sinon, tu es quelqu'un qui est très porté sur la culture aussi. Tu assistes à des galas. J'assiste dès que j'ai l'occasion, dès que j'ai une invitation quelque part, je rate pas du tout. À Sétif, c'était pas aussi facile, mais là, sur Alger, depuis que je suis venu sur Alger, il y a beaucoup plus d'événements culturels. C'est clair. La capitale, c'est tout à fait, c'est tout à fait normal. Là, c'était avec notre cher ami Jamal Aroussi. C'était où? C'était à Alger. C'était un concert du Vivre Ensemble. Je pense qu'il y avait des journées européennes, le festival européen du Vivre Ensemble. Et on nous a invités en tant que chorale africaine. Il y avait beaucoup de pays africains, beaucoup d'étudiants africains qui étaient invités. On a formé une chorale. Il nous a invités à performer avec lui à l'opéra d'Alger. C'était une expérience inoubliable. Jamal Aroussi, qu'on salue. Sinon, au niveau de la cité universitaire, est-ce que il y a un mouvement associatif qui se crée comme ça par rapport aux étudiants étrangers et vous faites quoi généralement? Oui, absolument. À Sétif, on avait l'association des étudiants étrangers en Algérie. On avait tout un bureau bien organisé et on faisait des rencontres
culturel. On faisait des matchs amicaux pour apprendre à se connaître, apprendre à connaître d'autres cultures. Il y avait des plats qu'on préparait, chacun amène son plat, le plat du Burundi, le plat du Mali, du Niger. Comme ça, au moins, tu quittes l'Algérie en ayant découvert presque toute l'Afrique, en Algérie. Voilà. Donc, tu termines tes études de médecine générale. Voilà. Tu es déjà médecin. Je suis déjà médecin, oui. Tu pratiques? Je pratique. Ouais, ici à Alger? Voilà, j'ai fini l'année passée. Ça fait quoi de commencer à pratiquer comme ça la médecine, sachant que ça a toujours été ton rêve? C'est un plaisir, c'est un rêve qui devient une réalité. Après, tu réalises que tu as réalisé juste un petit bout du chemin parce qu'il restait un très long chemin à faire. Mais quand même, c'est une satisfaction. C'est une satisfaction. Là, je travaille. Bon, je fais ma spécialisation. Ta spécialité, c'est la neurochirurgie. La neurochirurgie, oui. C'est très pointu comme... C'est très pointu. Pourquoi ce choix? Bon, j'ai toujours aimé, depuis mes études de médecine, j'étais intéressé par la chirurgie en général. Ouais. Après, je me suis renseigné chez moi au pays pour savoir quel secteur, quelle spécialité était absent ou bien manquait un effectif. Tu veux vraiment te rendre utile en rentrant chez toi. Je vais rentrer quand même au pays pour apporter un plus. Voilà, donc on m'a dit, je me suis renseigné et c'était beaucoup plus la neurochirurgie. Donc j'ai choisi ça par rapport à ce que j'aime et aussi au manque qu'il y a chez vous au Burundi. Pour combler son manque. Au Burundi. Voilà. C'est un choix assumé, tu ne regrettes pas? C'est pas trop difficile? C'est très difficile, c'est très très difficile, très fatigant comme spécialité, mais quand même je regrette pas. Jusqu'à présent je regrette pas. Je sais pourquoi j'ai choisi ça, c'était par conviction, donc j'espère quand même que ça va porter des fruits dans l'avenir. Très bien. Ça s'est plutôt bien passé, non? Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Axel sur un plan personnel, puis à Axel sur un plan professionnel aussi? Un bon courage. Et voilà, j'espère que vous allez continuer votre initiative à inviter beaucoup plus d'étudiants étrangers ou bien ils sont les bienvenus. Si tu en connais d'autres, tu leur dis, ils sont toujours les bienvenus chez nous à Canal Algérie. Je vais complètement le faire. Voilà, c'est quand même, ça donne une visibilité parce que des fois, c'est ça qui manque au fait. Si on rencontre beaucoup d'obstacles ici, c'est parce que les gens ils ne sont pas renseignés par rapport aux autres. Tout à fait, un manque de communication. Voilà, un manque de communication. Donc il faut que les gens ils apprennent pour mieux vivre ensemble, il faut que l'autre découvre l'autre et apprenne à le connaître par rapport à ça. Donc, tu seras toujours le bienvenu, toi et tes amis qui sont ici en Algérie. Si tu devais nous dire au revoir en burundais ou ça se dit comment? Ndabasezeye. Murakoze cyane, ça veut dire merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi, Axel, d'être venu. Merci à vous. J'espère que tu avais beaucoup d'appréhension au début, puisque c'est ton premier passage à la télévision. C'est la première fois, oui. Tu fais ton apprentissage. Mais c'était bien quand même. Un jour, on te verra sur des plateaux pour parler santé surtout, parce que l'Afrique en a vraiment besoin. Je l'espère. Merci à toi. Merci. Merci à toute l'équipe technique du Studio 2 et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un autre numéro d'Afrique Mag. Salam.